C'est toujours un plaisir d'être des vôtres. Bienvenue à ce journal. Je l'annonçais en titre, baccalauréat session de juin 2022. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'examen. Devant la presse, le directeur de l'Office du baccalauréat a dévoilé les mesures prises pour que les candidats composent dans de bonnes conditions. C'était ce mercredi 15 juin 2022 en présence du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et son homologue du supérieur. Suivons le point ici avec Romaric Doussa. Plus de 77 000 candidats sont inscrits au baccalauréat session unique de juin 2022. Le directeur de l'Office du bac, Alphonse Da Silva, a fait le point des préparatifs de l'organisation du dit examen au ministre Eleonoya Iladikan de l'enseignement supérieur et Kwaro Yves Chabi des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Les travaux sensibles sont totalement achevés. Le matériel lourd est totalement déployé comme de coutume grâce à l'appui de l'armée. Les fonds sont entièrement mobilisés. Les chefs de centre sont en train de recevoir les dernières instructions. Les candidats, les surveillants sont déjà en possession de leur convocation. Le matériel sensible est en cours d'acheminement pour être sécurisé dans les commissariats. À leur tour, ces deux ministres ont salué les efforts fournis par la direction de l'Office du baccalauréat pour que les candidats composent dans de bonnes conditions. Nous sommes satisfaits du niveau de préparation. Nous n'avons pas d'inquiétude, nous savons que les choses se passeront très bien. Je ne peux que émettre motif de satisfaction. Le niveau de préparation est correct, que ce soit la préparation au déroulement de l'examen, que ce soit la préparation à l'encadrement des candidats. Ces deux niveaux de préparation sont très encourageants. 77 416 candidats contre 82 958 en 2021 composeront dans quelques jours les épreuves du baccalauréat session de juin 2022. Ils sont répartis dans 133 centres sur le territoire national. Selon le directeur de l'Office du baccalauréat, 32 044 candidats sont de sexe féminin. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, 8e législature, a reçu à son cabinet ce mercredi 15 juin 2022 trois différentes délégations. Le Comité national olympique et sportif béninois conduite par son président Julien Minavoa, des responsables du parti politique Moël Bénin avec à leur tête le président Jacques Ayadji et enfin David Nyaoui, directeur de la stratégie opérationnelle de l'Organisation internationale des jeunes promoteurs de la paix. Les déclarations faites par les hôtes du président Vlavonou, on retient que le président du Comité national olympique et sportif béninois est venu s'entretenir avec lui sur les préparatifs de la journée dénommée Sport pour le développement et paix que Jacques Ayadji et les siens ont parlé de la politique et que David Nyaoui a présenté un projet de conférence panafricaine des promoteurs de la paix prévu pour le mois d'août prochain. Voici la déclaration. Nous avons résolu depuis l'an dernier, depuis 2019, de faire carrément des manifestations pour célébrer cette journée qui est la journée du 6 avril. Nous voulons que pour cette année 2022, que cela prenne toute l'ampleur à l'image de ce qui se passait dans l'histoire. J'ai saisi l'occasion de cette audience pour lui présenter mes chaleureuses félicitations. Ensuite, je lui ai parlé un peu de ce que j'ai dit à la Sénat par rapport à la redondance des pièces constitutives des dossiers de candidature aux élections législatives. Le président nous a tellement bien accueillis que nous sommes très heureux d'avoir fait cette audience-là. Il nous a prodigué les conseils qu'il peut nous prodiguer. Nous sommes venus solliciter le parrainage institutionnel de l'Assemblée nationale en dehors du gouvernement qui déjà est sur une bonne marche avec nous. Et la conférence étant sur la paix et la sécurité et vu toutes les situations sécuritaires actuellement en République du Bénin, nous avons voulu quand même que l'Assemblée nationale donne les moyens nécessaires qu'il faut. Quand je parle de moyens, ce n'est pas de l'argent. Je parle de l'appui institutionnel
et de l'appui matériel par rapport aux ressources dont dispose l'Assemblée nationale pour accompagner à la réalisation de cette conférence panafricaine au Bénin. Accompagné du porte-parole du gouvernement, M. Léandre Wilfried Rumbedi, le ministre Romuald Wadaï de l'économie et des finances et son homologue Benjamin Rompati de la santé étaient face à la presse ce mercredi 15 juin 2022. Au menu des échanges, la pédagogie autour des observations faites par la Cour des comptes dans son rapport provisoire et les explications du ministre de l'économie et des finances. Suivons un extrait de leur intervention avec Romaric Dossa. Les éléments envoyés donc au 31 décembre, on estimait que la population allait sortir et qu'on allait avoir de l'engouement pour la vaccination. Et on avait prévu 138 milliards d'estimation de dépenses autour de la vaccination. Ça, c'est le montant que les services ont prévu. Mais dans les informations transmises donc après le réel, c'est 30 milliards de dépenses de vaccination. Donc, quand on communique en toute transparence une estimation et le réel, on ne peut pas donner de justification sur quelque chose qui ne s'est pas passé. On a dit qu'on s'attendait à dépenser 138 milliards parce qu'on a dit dans toutes les communes, on va mettre des choses, on va prendre des cas qui vont... Mais à la fin du jour, on a eu des dons de vaccins, donc on n'a pas eu à acheter. 2, le montant final a été communiqué et c'est ça qui a été intégré en page 46 en 317. Donc on ne saurait rester sur les estimations. Si j'estime que pour une activité donnée, je vais dépenser 100 francs, mais à la fin du jour, j'ai dépensé 25 francs et qu'on doit me contrôler, on me contrôle sur les 25 francs. On ne peut pas dire, tu as annoncé que tu vas dépenser 100 francs. Tu as dépensé 25 francs, donc les 75 francs là, il n'y a pas de justificatif. Non. On donne les justificatifs pour ce qu'on a effectivement réalisé. Donc ça, c'est le premier élément d'appréciation. Deuxième chose fondamentale par rapport à la prévision pour 2021. Rappelez-vous que nous avons eu le variant Delta en 2021. Et nous avons été fortement secoués, qui vous en souviennent bien, nous avons été fortement secoués à l'ADA. Nous avons explosé toutes les prévisions que nous avions faites en nous projetant sur 2020. Comment est-ce que dans ce contexte, vous voulez qu'on puisse se projeter pour prévoir ce qui va arriver avec un virus qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, et qui mute, qui peut être plus grave, qui peut être plus meurtrier. Deuxième chose, c'est par rapport à l'utilisation de ce que nous avons eu à acquérir. La Cour a estimé que nous avons eu à acquérir des équipements qui n'étaient pas encore utilisés. C'est de l'anticipation. Ce n'est pas lorsque nous allons nous retrouver avec 200 malades ayant besoin de respirateurs que nous allons nous projeter maintenant pour passer la commande. Nous aurons seulement compté le nombre de cadavres. Donc, dans la démarche du gouvernement, la crise sanitaire sert déjà à sauver des vies par rapport à cette crise, mais à renforcer le système de santé. Aujourd'hui, si vous prenez les respirateurs que nous avons eu à acquérir, ces respirateurs sont utilisés dans le système, dans les hôpitaux. On les déploie un peu partout sur le territoire, du nord au sud. Les réfrigérateurs et les congélateurs que la Cour a révélés comme n'étant pas utilisés servent pour le système de santé aujourd'hui. Que ce soit pour le système transfusionnel, pour le système de vaccination et autres, ça sert. Donc, c'est vraiment cette démarche que le gouvernement entreprend qu'il faut comprendre. Les rencontres périodiques du président de la République en exercice avec ses prédécesseurs seront désormais reconnues par les tests au Bénin. C'est l'annonce faite ce lundi 13 juin 2022 par le chef de l'État béninois Patrice Talon à la sortie d'une rencontre avec son prédécesseur Boniaï au palais de la Marina, liée à la rencontre du 8 juin dernier avec l'ex-président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo. Ces démarches à quelques mois avant les élections législatives de 2023 ont attiré l'attention des Béninois. Suivons ici les propos d'un analyste politique sur la question. Il est au micro de Romaric Dossa et Pierre Akapo. Non, je pense qu'il faut encourager le président Patrice Talon, tout simplement parce qu'il commence par se mettre dans la posture d'un vrai chef de famille. Parce que le chef de famille
est obligé parfois d'écouter même ses propres enfants, tous ceux qui sont ses proches. Si tu ne les écoutes pas, tu pourras faire beaucoup d'erreurs. Au bas mot, je pense que c'est bien d'aller consulter les anciens, c'est bien d'aller consulter ceux qui ont occupé ce fauteuil présidentiel par le passé, parce qu'ils ont forcément eu une expérience. Mais je vais aller un peu plus loin pour vous dire qu'avant même le président Soglo, le président Yahi, il a reçu les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il sait désormais qu'il y a un background qu'il faut recevoir de ceux-là, des expériences de ceux-là pour mieux gérer le pays, le Bénin. Parce que quelqu'un a dit dans ce pays que le Bénin est un petit pays mais difficile à gérer. Patrice Talon, par rapport à sa position aujourd'hui, ceux qui se disent des partis de l'opposition, ils tombent parce qu'ils n'animent rien sur la vie politique. Quand il y a un sujet d'actualité, l'opposition doit se réveiller, donner son point de vue, faire une opposition constructive. On est à quelques 1 an, 12 mois des élections présidentielles. On ne voit aucun débat contradictoire. On ne voit aucune analyse de ceux qui se disent de l'opposition. Mais il s'agira simplement, à quelques mois des élections, ils vont commencer par monter sur les antennes pour commencer par crier, pour dire, il y a mascarade, il y a si, la liste électorale est si, à faire ça. Ils dorment l'opposition. Et s'ils continuent de dormir ainsi, ils vont voir le même résultat, parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Aujourd'hui, on ne sent même pas une opposition tout au moins regroupée. Pendant que le monsieur qui est au pouvoir, il est au pouvoir pour tous les Béninois, mais il a le soutien de certains nombres de partis politiques qui sont en synergie d'action, qui se retrouvent, qui travaillent, qui préparent les élections législatives. L'opposition fait quoi? Où est le chef de file de l'opposition? Que faites-vous pour remporter les élections législatives? On n'arrache pas un pouvoir, mais on conquiert le pouvoir. Vous ne pouvez pas arracher un pouvoir à quelqu'un, mais vous pouvez conquérir le pouvoir. Que fait l'opposition aujourd'hui pour que la raclée qu'ils ont eue au municipal, la raclée qu'ils ont eue aux législatives, la dernière législative, au présidentiel, que la même chose ne se répète pas? Le monsieur vient de faire 3 élections. Il vous a gagné sur toutes les 3 élections. Mais que faites-vous encore pour préparer les législatives? Faites tout au moins ensemble, ne serait-ce que avoir, même si c'est les 2/3 des députés qui vont construire l'Assemblée, que vous avez ça, vous allez contrôler l'action du gouvernement en ce moment-là. Mais si vous le laissez avoir encore la majorité, vous serez encore les mêmes pour dire que c'est les députés illégitimes. La faute à ces gens-là parce qu'ils ne veulent pas s'arrimer aux réformes politiques. Qu'on le veuille ou pas, les réformes politiques aujourd'hui ont fourni on a eu satisfaction déjà parce qu'aujourd'hui, on dépense moins dans les élections. Aujourd'hui, il y a moins de marchandage politique. Aujourd'hui, il y a moins de députés ou de maires à aller s'acheter pour avoir une majorité. Non, tu mérites les 10%, tu vas te retrouver au Parlement. Point barre. Et on poursuit ce journal avec la santé. La constipation est un retard ou une difficulté d'évacuation de selles moins fréquentes, moins abondantes, plus dures que normalement. Les personnes atteintes de la constipation souffrent la plupart du temps des douleurs abdominales, des ballonnements, des gaz et de la diarrhée. Mais quelles sont ces causes? Comment la traiter et comment l'éviter? La réponse dans cet élément. Aller à la selle, un besoin nécessaire et important pour une bonne santé de tout être humain. Son absence pendant des jours peut être signe de constipation. Elle est due à une mauvaise alimentation. La constipation peut être liée à plusieurs facteurs. Le premier facteur, si on veut ainsi parler, c'est d'abord que cette personne a dû manger quelque chose qui n'a pas digéré. Ou bien que cette personne est déshydratée, n'a pas bu assez d'eau. Ou cette personne a un problème dû au fait que cette personne utilise un médicament, parce qu'il y a des médicaments qui peuvent entraîner aussi la constipation. En dehors du fait que vous n'allez pas à la selle, il y a d'autres sensations que vous avez. Vous avez des douleurs.
C'est sûr que lorsque vous mangez et que vous n'évacuez pas ce que vous avez mangé, vous êtes ballonné. La constipation se présente sous deux formes. Il s'agit de la constipation passagère et de la constipation chronique. Lorsque la constipation est passagère, ce qu'il faut voir, est-ce que ce n'est pas mon alimentation qui est à la base? Est-ce que je n'ai pas pris un médicament qui serait à la base? Ou que je n'ai pas bu assez d'eau? Ou encore que je suis trop resté sédentariste, c'est-à-dire que je n'ai pas trop bougé ces derniers temps. La constipation chronique, c'est lorsque vous avez moins de sel, moins de 3 sels par semaine et que cela dure plus de 6 mois, il faut commencer par s'inquiéter. Et là, ce qu'il faut faire, ce n'est pas prendre les laxatifs, mais c'est surtout aller voir un médecin. Parce que une constipation chronique peut être révélatrice d'un problème plus grave. Et ces problèmes sont souvent dus à 4 éléments. Le premier élément, c'est-à-dire une constipation chronique, peut être due à un problème métabolique. Ça peut être dû à une obstruction physique. Ça peut être dû à une maladie ou un stress. Autre que le phénomène de constipation même, c'est un problème plus grave. Donc si vous avez une constipation qui dure plus de 6 mois, le plus important à faire, c'est d'aller voir un médecin pour qu'il essaye de voir est-ce que vous n'avez pas un blocage au niveau de vos organes qui pourront empêcher que les sels ne descendent. Une alimentation saine et équilibrée est conseillée pour éviter le mal. Il faut éviter de manger trop de produits de viande, de gras, trop de salé. Hein? Et manger surtout beaucoup de légumes, des fruits, des céréales, même des graines. Il faut manger des choses dont la digestion, qui vont faciliter la digestion, dont la digestion est rapide. Si vous mangez des choses qui sont trop dures à digérer, vous allez faire la constipation. Mais pour les éviter, il faut manger des fibres. Alors, manger des fibres, c'est un élément, mais il faut aussi bouger. Beaucoup bouger, d'accord? Bouger et puis boire beaucoup d'eau. Et de manière générale, lorsque vous respectez ces éléments, cette constipation que vous aviez peut passer sans médicaments. Parce qu'il est aussi dangereux de prendre trop de laxatifs. Donc il ne faut pas exagérer dans la prise des médicaments pour une constipation. Boire beaucoup d'eau, manger les fruits et légumes peuvent être bénéfiques pour le transit intestinal et ramollir le bol fécal. Ce journal se poursuit avec la page Inter et nous allons au Soudan où un nombre record de 15 millions de personnes, soit un tiers de la population, sont actuellement confrontées à une insécurité alimentaire. Les chocs climatiques et les déplacements de population contribuent à aggraver l'insécurité alimentaire, de même que les affrontements armés et les récoltes insuffisantes de cette saison. La baisse des importations et la hausse des prix des matières premières touchent en plein fouet les Soudanais. Au Soudan, les chocs climatiques, les déplacements de population et les violences tribales ont contribué à aggraver l'insécurité alimentaire. Un tiers de la population se retrouve prise au piège par la famine, selon les données du PAM, le Programme alimentaire mondial. Le PAM au Soudan vient de terminer son évaluation de la sécurité alimentaire. Malheureusement, nos pires craintes se sont confirmées. À ce jour, environ 15 millions de personnes souffrent de la faim au Soudan. Nos projections pour la fin de l'année indiquent que ce chiffre pourrait passer à 18 millions de personnes. Les principaux facteurs d'insécurité alimentaire au Soudan sont la crise économique, les conflits, les mauvaises récoltes et maintenant l'impact mondial et les retombées de la crise en Ukraine. Parmi les régions les plus touchées, la localité de Krink,
au Darfour, à l'ouest du Soudan, où des affrontements début avril ont causé la mort de dizaines de personnes et en ont déplacé des milliers. La raison de ces prix élevés, c'est le conflit. C'est similaire à ce qui s'est passé à Taouila en 2004, quand ils ont tué des gens et pillé leurs biens. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons reçu de l'aide, mais cela a cessé. Si je réussis à vendre quelque chose, je peux manger. Si je ne gagne pas assez d'argent, je me couche le ventre vide. En dehors de cela, nous n'avons rien. Confronté à une hyperinflation, le Soudan doit faire face à la suspension de l'aide internationale qui représentait près de 40% de ses recettes. Et au Burkina Faso, les efforts de lutte contre le terrorisme de l'opération Barkhane dans la région du Sahel portent déjà des fruits. Les frappes aériennes de l'armée française ont fait près de 40 victimes parmi des djihadistes près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Les forces Barkhane ont utilisé la surveillance aérienne pour suivre une colonne de 40 motos puis effectuer la frappe en étroite coopération avec les militaires nigériens. Des frappes aériennes de l'armée française auraient fait près de 40 victimes parmi les djihadistes près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Dans un communiqué, Paris qualifie ces frappes de nouveaux succès tactiques pour les efforts de lutte contre le terrorisme de l'opération Barkhane dans la région du Sahel. De son côté, le gouvernement nigérien a également publié une déclaration affirmant que les djihadistes ont été tués suite à une attaque contre des gendarmes nigériens à Waraou, dans le sud-ouest du pays, et qui a fait 8 morts et une trentaine de blessés il y a quelques jours. Agissant à la demande des autorités du Niger, les forces de Barkhane ont utilisé la surveillance aérienne pour suivre une colonne de 40 motos, puis ont effectué la frappe en étroite coopération avec les militaires nigériens. Malgré les critiques l'accusant d'être devenu le vassal de Paris, le président Mohamed Bazoum a accepté il y a quelques mois d'accueillir des forces spéciales françaises transférées du Mali voisin, Paris ayant retiré les troupes déployées dans ce pays depuis 2013 pour aider à combattre des islamistes. Les coupures d'électricité sont fréquentes au Nigeria. Cette crise énergétique a plongé dans le noir plus de 200 millions d'habitants. Selon la Banque mondiale, les pénuries d'électricité coûtent au Nigeria environ 29 milliards de dollars. 100 milliards de dollars sont donc nécessaires pour l'électricité dans ce pays au cours des 10 prochaines années. Au Nigeria, première économie d'Afrique, les coupures d'électricité sont fréquentes. En mars dernier, cette crise énergétique a plongé dans le noir ses plus de 200 millions d'habitants, fragilisant au passage les activités commerciales et industrielles. Selon la Banque mondiale, les pénuries d'électricité coûtent au Nigeria environ 29 milliards de dollars, soit environ 2% du PIB. Le pays aurait donc besoin d'environ 100 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour relever ce défi que les gouvernements successifs n'arrivent pas à surmonter. Pourtant, d'autres pays y arrivent tant bien que mal, comme le Ghana où, selon la Banque mondiale, 85% de la population a accès à l'électricité, ou encore le Sénégal, dont l'objectif est d'atteindre 100% d'accès d'ici 2025. Le Nigeria, qui compte le plus grand nombre de personnes privées d'électricité au monde, a tout ce qu'il faut pour passer au moins à 50% d'accès à cette énergie. Selon les médias locaux, le pays a connu 206 pannes totales entre 2010 et 2019 en raison de la faiblesse du réseau et de son mauvais entretien. La corruption, endémique dans de nombreux secteurs, est également vue comme une des causes de ces problèmes énergétiques. Hors du cadre africain, à présent, la chaleur cause déjà des dégâts de l'autre côté des Pyrénées. En pleine canicule, l'Espagne doit faire face à plusieurs incendies sur son territoire. Les chaleurs étouffantes avec une mercure dépassant les 40 degrés par endroit amplifient le phénomène et compliquent la tâche des secours. De nombreux feux de forêt s'y sont déjà déclarés. C'est l'une des conséquences de la vague de chaleur précoce qui touche actuellement l'ouest de l'Europe. De nombreux feux de forêt s'y sont déclarés, comme ici en Catalogne. Les pompiers étaient encore à l'œuvre jeudi pour tenter de contenir ces incendies. Le plus inquiétant, situé près de Baldomar, a déjà détruit 500 hectares de forêt et a le potentiel pour s'étendre à 20 000 hectares selon les autorités locales. Après avoir déjà connu le mois de mai le plus chaud depuis une centaine d'années,
L'Espagne suffoque depuis le week-end dernier avec des températures pouvant aller jusqu'à 43 degrés. La vague d'air chaud venue du Maghreb a aussi atteint la France en début de semaine. Un pic d'intensité est attendu ce samedi avec des températures pouvant atteindre les 40 degrés. Jeudi, 25 départements ont été placés en vigilance orange canicule et 12 autres en vigilance rouge. Le changement climatique entraîne des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et précoces. En Ukraine, les 3 dirigeants européens, Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi, se sont rendus dans la capitale ukrainienne pour rencontrer le président Zelensky. Une première pour les 3 dirigeants européens depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Le président français, le chancelier allemand et le président du Conseil italien, également accompagnés du président roumain, ont assuré à Volodymyr Zelensky qu'ils soutenaient la demande de l'Ukraine d'obtenir le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi sont repartis de Kiev jeudi soir où ils se sont rendus pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Le président français, le chancelier allemand et le chef du Conseil des ministres italien, également accompagnés du président roumain, ont assuré qu'ils soutenaient la demande de l'Ukraine d'obtenir le statut de candidat à l'adhésion à l'UE. Ce signal doit être envoyé maintenant. Oui, nous sommes prêts maintenant à vous reconnaître ce statut de candidat à l'adhésion. Mais nous leur avons dit, tous ensemble, avec la même franchise, ce processus va prendre du temps. Il y aura des conditions, il y aura une feuille de route. Si le chemin de l'Ukraine vers l'adhésion à l'UE est encore long, les dirigeants européens en visite à Kiev ont envoyé un message fort. Je fais ce que j'ai promis de faire en tant que chancelier allemand, a déclaré Olaf Scholz. Et cela signifie un soutien à l'Ukraine pour qu'elle puisse défendre son intégrité et sa souveraineté. C'est ce que nous cherchons à faire avancer ensemble. Et en même temps, il s'agit aussi d'empêcher une escalade de la guerre pour qu'elle ne devienne pas une guerre entre l'OTAN et la Russie. Et nous sommes tous d'accord sur ce point. Les 27 décideront s'ils accordent à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne la semaine prochaine lors d'un sommet. Une acceptation serait un signal fort envoyé à Kiev, mais aussi à Moscou. Fin de ce journal, merci pour votre aimable attention. Retrouvez-nous désormais sur tous nos canaux digitaux Facebook et YouTube.